Avant de commencer cet épisode, sachez qu'il est réalisé en collaboration avec Christophe de la Chaîne Astro, qui sortira un second épisode d'ici quelques jours, le temps de se rétablir. Sachez également que l'on sera normalement en live sur sa chaîne pour couvrir le lancement. Je partagerai le live en post le jour venu. En attendant, je ne peux que vous inviter à vous abonner à sa chaîne, ainsi qu'à regarder son épisode dédié à James Webb en attendant le suivant, qui couvre et couvriront des points non couverts dans cet épisode et l'épisode précédent. Sur ce, pour ce nouvel épisode, je vous propose d'encore une fois parler du télescope James Webb, mais cette fois-ci en résumant rapidement ses instruments, approfondis par Christophe, ses cibles d'observation et j'en passe. Sachez néanmoins que cet épisode fait directement suite à celui de la semaine passée sur l'histoire du télescope, que je vous invite également à aller regarder. Sur ce, on se retrouve après le générique pour parler des domaines que James Webb va révolutionner, des premières galaxies, d'exoplanètes et de systèmes en formation. Pour commencer l'épisode, je ne vais pas vous parler de son miroir de 6,4 mètres, de ses 30 années de développement, ou encore de ce qui le différencie d'Hubble. J'ai en effet déjà abordé ces sujets dans l'épisode précédent, auquel je vous renvoie encore une fois d'ailleurs. Pour commencer, je vais plutôt rapidement vous parler de ces instruments. Promis, ce ne sera pas long. James Webb embarque en tout 4 instruments, NIRCam, NIRSPEC, MIRI et NIRISS. Le premier, NIRCam, pour Near Infrared Camera, est l'instrument principal pour la prise d'images en proche infrarouge. Observant dans une longueur d'onde de 0,6 à 5 micromètres, NIRCam sera une caméra relativement polyvalente, dont les observations serviront à différents domaines. On en reparlera après, mais elle permettra notamment d'observer des populations de jeunes étoiles en formation dans des galaxies proches et dans la Voie lactée, ainsi que des objets de la ceinture de Kuiper. Encore une fois, on reparlera de tout ça après, c'est promis. Le second instrument, c'est NIRSPEC. NIRSPEC est, lui, un spectromètre opérant dans le proche infrarouge. Sa particularité est qu'il pourra observer une centaine d'objets à la fois grâce à une matrice de micro-obturateurs développée d'ailleurs spécialement pour lui. Elle lui permettra aussi d'ailleurs d'occulter certains objets trop lumineux et trop près de l'objet observé. Il pourra ainsi obtenir la composition des premières galaxies, ce qui sera un élément essentiel pour comprendre une bonne partie de l'évolution de l'univers, mais là aussi on en reparlera. Enfin, il observera lui aussi dans le proche infrarouge, entre 0,6 et 5 microns. NIRSPEC est, d'ailleurs, le premier spectrographe utilisé dans l'espace à pouvoir observer plusieurs objets en simultané. En troisième instrument, on trouve MIRI pour Mid Infrared Instrument. Cet instrument sera, justement, le seul à observer dans le moyen infrarouge, entre 5 et 28 microns. Il se focalisera, lui, sur les galaxies les plus éloignées, les jeunes étoiles en formation et les objets de la ceinture de Kuiper. Enfin, le dernier instrument, c'est FGS NIRISS. FGS, pour Fine Guidance Sensor, est le système qui permet au télescope de s'orienter et de viser des objets. Or, justement, NIRISS fait partie de ce système, mais il est aussi indépendant. Il pourra ainsi observer entre 0,8 et 5 microns dans le proche infrarouge, donc
Le tout avec une résolution angulaire, comprenez par là une capacité à distinguer deux objets l'un de l'autre, supérieure à tous les autres instruments de James Webb. Il pourra ainsi aider à détecter et caractériser des exoplanètes et également réaliser une analyse spectroscopique d'exoplanètes pendant leur transit devant leur étoile. Ainsi, il sera possible de mieux connaître leur composition et donc aussi entrevoir les conditions qui règnent à leur surface. Et c'est là que j'arrive à la seconde partie de l'épisode, ces observations. Car James Webb, il faut le savoir, devrait s'attaquer à plein de domaines différents au cours de ses 5 années de mission primaire et sa possible décennie de mission avant de tomber à court de carburant. Déjà, comme je viens de le dire, il devrait nous permettre d'en apprendre énormément sur les exoplanètes. Et c'est rien de le dire. Avec ces différents instruments, il devrait permettre de directement photographier certaines exoplanètes, même si cela ne devrait pas être plus que quelques pixels. Mais quels pixels? Avec cela, il devrait, pour citer la NASA, permettre de faire la différence entre les saisons, la végétation, sa rotation, sa météo, et le tout grâce à la spectroscopie, qui sera, en effet, un élément essentiel pour James Webb et l'outil qui lui permettra de réaliser de telles observations. Pour rapidement résumer, et pour ceux qui auraient un doute, la spectroscopie consiste à analyser la lumière d'un objet dans différentes longueurs d'onde. Des variations de son intensité trahissent alors la présence de composés chimiques, ce qui permet alors d'en déduire tous ces paramètres. Chaque composé a en effet une signature particulière. Mais, dans notre système aussi, James Webb devrait faire de grandes choses. Déjà, il permettra de vérifier et confirmer différentes découvertes des rovers martiens, Perseverance et Curiosity en tête. Mais au-delà de Mars, il va aussi permettre de mieux étudier les variations saisonnières de l'atmosphère de Saturne. Il devrait en plus étudier différents objets de la ceinture de Kuiper, situés au-delà de l'orbite de Neptune, comme des comètes et des astéroïdes. En étudiant leur composition, il permettra de mieux comprendre l'évolution de notre système solaire. Mais au-delà de notre système, James Webb nous permettra aussi de mieux comprendre le passé de notre univers. Mais pour comprendre ce point-là, il va falloir parler de réionisation. Pour faire très simple, la réionisation est un événement survenu quand l'univers était âgé d'entre 780 millions et 1 milliard d'années. Ce sont les premières étoiles, celles de population 3 qui sont en fait les premières étoiles de l'univers, constituées d'éléments légers, très grandes et à la durée de vie très courte, qui sont à la base du phénomène. C'est en effet le rayonnement qui aurait commencé à charger électriquement les atomes de l'univers, le faisant passer de relativement transparent et sombre à 10% plus opaque. Il ne faut néanmoins pas confondre ce rayonnement avec le fond diffus cosmologique, qui est lui âgé de seulement 380 000 ans après le Big Bang, et non 780 millions à 1 milliard d'années. Même si cette réionisation aurait commencé seulement 400 millions d'années après le Big Bang. C'est entre autres cette étape que James Webb va tenter d'observer dans des galaxies de cette époque en tentant de mieux comprendre leur composition, leur rayonnement, etc. et donc celui des étoiles qui les composent. James Webb sera en effet capable de voir des étoiles âgées de seulement 100 à 250 millions d'années après le Big Bang. Et pour ça, observer dans l'infrarouge est essentiel. J'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent, mais pour observer des objets anciens, il faut regarder loin. L'expansion de l'univers cause,
cependant un décalage vers le rouge de la lumière des objets. Ainsi, plus on veut observer des objets lointains et donc anciens, plus leur décalage en infrarouge est important. Voici donc comment il étudiera ces galaxies. Enfin, plus proche de nous, et comme les pouponnières d'étoiles comme la nébuleuse d'Orion ou de l'Aigle sont beaucoup plus transparentes en infrarouge, comme vous le voyez ici, il permettra d'observer avec une qualité inégalée la naissance d'étoiles dans leur enveloppe de gaz. Cela permettra aussi d'observer des systèmes en formation, comme le fit déjà Hubble avec la nébuleuse d'Orion par exemple, mais avec une qualité bien supérieure pour James Webb. Et tout ceci n'est pourtant qu'un bref aperçu de ses capacités. Pour vous donner une idée, il serait capable de reconnaître le spectre de lumières artificielles, si elles sont assez puissantes, sur Proxima du Centaure B, à 4 années-lumière d'ici. Mais cela reste bien sûr à relativiser, la planète étant probablement totalement inhabitable. Mais avec un temps d'observation limité, sa mission primaire devant durer 5 ans et demi environ, il a aussi fallu faire des choix. Ainsi, sur plus de 1000 projets d'observation, seuls 286 ont été retenus. Il faut dire que le temps d'observation de ce nouveau géant est précieux et qu'il doit aussi être mûrement réfléchi. Il faut en effet trouver un juste équilibre entre le temps d'observation consacré et sa valeur scientifique. Mais pour ça, il faudra encore attendre que James Webb soit déployé et opérationnel. D'ailleurs, c'est justement le moment de parler de son déploiement. Car une fois que le second étage d'Ariane 5 aura fini de mettre James Webb en orbite et sur la bonne trajectoire, environ 27 minutes après le lancement, il restera encore un long chemin à parcourir. 33 minutes après le lancement, il devra en effet déployer ses panneaux solaires afin de pouvoir s'alimenter en énergie. 2 heures après le lancement, c'est son antenne haut gain qui se déploiera et assurera les communications avec la Terre en permettant de recevoir ses données et, plus tard, celles de ses observations. 2,7 jours après le lancement, c'est le bras avant du pare-soleil qui sera déployé, suivi de l'arrière 3,3 jours après le lancement. 0,2 jours plus tard, c'est la tourelle de support du miroir qui se séparera avant que le pare-soleil ne se déploie et ne se mette en tension de 5 à 6,5 jours après le lancement, alors que James Webb sera déjà à 678 000 km de la Terre, une fois l'étape finie. 6,6 jours plus tard, ce seront les abat-jours des radiateurs qui se déploieront, suivis du miroir secondaire à T plus 11,4 jours, à 950 000 km de la Terre. Pour rappel, la distance Terre-Lune est de 380 000 km, soit environ 2 134 millions de bananes. Enfin, à 12,6 et 14 jours après le lancement, c'est la première et seconde aile du miroir secondaire qui seront déployées. 29 jours après son lancement, il se placera en orbite au point de Lagrange L2 à environ 1 400 000 km de nous. 33 jours après le lancement, NIRCam et NIRSPEC seront mis en service avant l'alignement avec le miroir primaire et la mise en route de MIRI. Ensuite, à 3 et 4 mois après le lancement, les différents instruments seront testés avant un début des opérations 6 mois après son lancement. Mais ça, c'est un autre sujet. Enfin, pour terminer, sachez que James Webb est aussi relativement complémentaire avec beaucoup de télescopes terrestres, et certaines de ses observations seront assez complémentaires, mais spécialisées en infrarouge. L'atmosphère terrestre rayonne en effet bien plus en infrarouge, et ce, suffisamment pour aveugler du matériel trop sensible sur Terre.
Voilà pourquoi un télescope comme James Webb, dédié à l'infrarouge, est important. En tout cas, soyez certain que l'on suivra ces observations et découvertes avec intérêt. En attendant, c'est sur ceci que je vais terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager et à vous abonner. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Encore une fois, j'aimerais vous inviter à aller faire un petit tour sur la chaîne de Christophe et à vous y abonner. Son contenu en vaut la peine. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.